Alors, il y a encore quelqu'un. iPhone Johan Picamiglio est en train de se connecter. On attend 30 secondes et puis on va démarrer. On a juste pour le moment une personne absente, mais pour ne pas prendre de retard, on va débuter. Johan est arrivé ou pas? Oui, il est arrivé. Il est là. Salut Johan. Il n'entend pas. On va commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette dernière édition de la saison du magazine mensuel du District de Provence de football. Rendez-vous avec. Tout d'abord, merci à tous les participants et participants pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez à cet événement. Donc chaque mois, nous avons reçu une ou plusieurs personnalités provinciales du monde du football, que ce soit des joueurs, dirigeants, éducateurs, entraîneurs ou arbitres, actuels ou anciennes, avec laquelle nos licenciés ont eu la possibilité d'échanger pendant 1 heure. Donc le président Eric Schneider et le président délégué Eric Touboul sont connectés, ainsi que le directeur Michael Gallet à mes côtés dans les locaux du district. Pour cette dernière de la saison, Christophe Parra et Jenny Perret se sont rendus disponibles. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Donc maintenant, nous allons à présent donner la parole à chacun d'entre vous pour que vous puissiez poser votre question. Je vous demanderai juste de bien vouloir poser uniquement votre question afin que nous respections le timing et donc pour permettre à chacun d'avoir un moment d'échange avec nos invités. Donc, je vais commencer. Jenny, quel est votre parcours en tant que joueuse? Alors, déjà, bonjour à tous. Commencé à l'âge de 6 ans, j'ai joué pendant 3 ans au club d'Anduze de mon village. Je viens d'Alès, d'Anduze. Ensuite, j'ai fait 2 ans avec les garçons au club d'Alès, l'OAC, et encore 2 ans à Saint-Christol. Et après, à l'âge de 15 ans, j'avais plus le droit de jouer avec les garçons. Et du coup, j'ai fait 1 an à Montpellier et après, j'ai rejoint l'OM jusqu'à maintenant. Merci. Je vais laisser Florent Gibert poser sa question pour Christophe et ensuite pour Jenny. Alors, Christophe, j'aurais aimé savoir, moi, quel est votre plus beau souvenir en tant qu'entraîneur? Alors, je vais avoir une approche un peu globale, un peu systémique, en fait. Je pense que le projet féminin, la féminisation du football à l'Olympique de Marseille est lancée en 2011. Lorsque José Anigo, lorsqu'il était directeur sportif, m'avait contacté pour créer la section, en fait, créer une équipe au départ. Donc en mars 2011, en fait, il n'y avait pas du tout d'équipe, il n'y avait personne. J'étais un petit peu tout seul. Alors c'est compliqué en sport co de se retrouver seul, mais bon, il y a des tas de pèlerins qui sont venus se rajouter depuis tout ce temps. Et en fait, voilà, c'est ce qui est marquant, c'est cette aventure-là. Donc depuis 2011, où il n'y avait pas d'équipe. Et aujourd'hui, on se retrouve, on va dire, 10 ans après, avec une école de foot, une équipe U13, la création d'une section sportive au collège. La saison prochaine, alors bon, on ne crée pas tout seul, hein, on est partenaire avec donc le district de Provence, le SMUC, et également donc le lycée Grande Bastide. Pareil, on a créé aussi une section sportive lycée en 2016. On a créé une catégorie U15, une catégorie U19, une catégorie R1, mais qu'on a arrêté en fin de saison dernière, et bien évidemment l'équipe élite. Donc, depuis tout ce temps, il y a beaucoup de mouvements. En fait, voilà, ce que je retiendrai, c'est ce formidable challenge et cette magnifique aventure depuis 10 saisons avec voilà, la
création de beaucoup de choses, des tas de difficultés, mais bon, on est tous éducateurs, on sait tous que on rencontre sans arrêt de nombreuses difficultés. Mais voilà, je pense que le plus beau souvenir, c'est cette aventure-là, de partir de zéro et d'arriver et de construire et de partager avec tout un tas de partenaires, de collaborateurs. Il a fallu entraîner beaucoup de personnes. Donc voilà, je pense que mon plus beau souvenir, ça restera celui-ci pendant de nombreuses années. D'accord, merci beaucoup. Et ensuite, j'avais une question pour Jenny. Du coup, quel a été pour vous le plus beau moment de votre carrière et, à contrario, votre plus grande déception sportive? Alors, mon plus beau moment, je dirais la montée en D1 il y a 2 ans. J'étais avec le groupe D2. En fait, je venais juste de monter en D2. Et j'avoue que même si je jouais pas, je jouais de temps en temps, je faisais des rentrées. Mais en fait, le fait d'être avec le groupe et qu'il y ait vraiment une bonne ambiance et vraiment cette envie de monter, et en fait, tout le groupe croyait en nous, en fait. Et le fait d'avoir réussi, c'était vraiment c'est mon plus beau souvenir. J'en suis fière d'avoir été dans le groupe. Ouais. Mon plus beau, ouais, c'est ça. Et mon plus mauvais, franchement, j'aurais dit plutôt l'arrêt du championnat de l'année dernière. Il nous restait des matchs et je pense que essayer de se sauver pour ne pas descendre, on se serait battu pour ça. Au final, on n'a pas pu le faire. Donc, j'avoue que j'étais très déçue de cet arrêt brutal, en fait. D'accord, merci beaucoup. Éric Touboul, c'est à toi. Alors, une question pour Jenny. À quel âge avez-vous décidé de pratiquer le football et pourquoi? Et le déclic pour le niveau, c'est à quel âge aussi? En fait, j'ai l'impression que dès que je suis née, j'aimais le football. Donc, toute petite, j'aimais ça. J'allais voir mon frère qui a 2 ans de plus que moi. J'allais à ses entraînements et tout. Je sais pas, je devais avoir 4 ans. Et je voulais absolument jouer. Je voulais absolument. Mais j'avais pas le droit parce que j'étais encore trop petite. Donc, et en fait, le déclic pour le niveau, en fait, j'en ai pas forcément eu parce que pour moi, j'ai toujours voulu être footballeuse professionnelle. Parce que depuis petite, tout le temps jouer au foot, c'est un truc qui m'anime, qui est en moi et que j'aime trop. Très bien. Et Christophe, une question pour vous aussi. Avez-vous des contacts avec le staff de l'équipe masculine ou vous êtes en complète autonomie? Alors, l'équipe masculine, je suppose, l'équipe professionnelle? Tout à fait. Non, pas du tout. Je n'ai pas de contact avec le staff de l'équipe pro. Par contre, on dépend du centre de formation. Et en fait, mon responsable direct est Nasser Larguet. Donc, par contre, avec Nasser, ce sont vraiment des échanges journaliers, hebdomadaires. Donc, on travaille communément et effectivement, on est vraiment depuis l'arrivée de Nasser, vraiment intégré au centre de formation de manière normale et légitime. Donc, ça reste quand même intéressant où on arrive à construire et à structurer vraiment ensemble. Et bon, pour exemple, on a des réunions hebdomadaires avec le centre de formation, avec l'ensemble des éducateurs qui le composent. Et bon, on en fait partie prenante. On est présent toutes les semaines à échanger sur les différents thèmes qu'on aborde. Ok, merci Christophe. C'est au tour de Vanessa Damani. Très bien. Alors déjà, bonsoir Jenny. Ma question est pour toi. Donc, quels sont selon toi les avantages et inconvénients d'être à l'OM? Alors, les avantages, déjà représenter et jouer pour son club de cœur, c'est quand même une fierté. Les inconvénients, alors là, alors c'est pas vraiment un inconvénient, mais je sais même pas si c'est un rapport avec l'OM. Des fois, c'est difficile de lier études et foot en même temps.
ça reste quand même un gros travail puisque l'OM, on s'entraîne pratiquement tous les jours. Et j'avoue que des fois, ça me demande beaucoup d'investissement, surtout si on part en déplacement. C'est un peu difficile de gérer les deux, mais après, c'est que c'est personnel. Donc, voilà. Mais surtout, l'avantage de jouer pour son club de cœur, de pouvoir représenter l'OM. Et voilà. Bien, merci. Recording in progress. Le tour de Victor Joachim, s'il vous plaît. Johan Picamiglio. Je précise qu'il est absent, machin. Johan, ton micro est désactivé. Ouais, je disais, j'avais du mal à me connecter. Bonsoir Jenny, bonsoir Christophe. Donc, de mémoire, la question que j'avais posée. Bon, honneur aux dames, on va commencer par Jenny. Christophe, tu m'en voudras pas. Pas du tout. La question que je t'ai posée, en quoi de mémoire, parce que je n'ai pas sous les yeux, mais en quoi ton cursus d'étudiante, en quoi ce cursus te sert pour ta carrière de sportif de haut niveau? Est-ce que ça te sert à quelque chose? Est-ce que le fait de faire des études t'aide? Est-ce que ça te donne un plus ou au contraire, est-ce que c'est une contrainte, une charge supplémentaire de travail pour toi? Alors, bonjour monsieur. Oui, forcément, une charge. C'était mon prof de foot à la fac. Ah bon? Je ne savais pas, tiens, je découvre. Donc, du coup, je disais que oui, ça me donne forcément une charge supplémentaire parce que c'est ce que je disais, que c'est difficile de rattraper tout le temps les cours. Mais oui, ça peut m'aider par moment parce que je suis en stage. Donc, du coup, c'est tout ce qui est sur le corps, physique, etc. Et j'en apprends beaucoup, plus sur certains cours que d'autres, mais juste sur l'aspect mental, par exemple. J'apprends plus à comprendre comment le cerveau il fonctionne, ou encore les types d'exercices, pourquoi on les fait. Par exemple, quand mon prépa il peut mettre des exercices en place, je peux comprendre pourquoi je travaille de cette façon, et comment qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Donc oui, ça m'aide, ouais, bien sûr. Bon, c'est complémentaire. Non, mais très bien. Oui, exactement. Bientôt les résultats, je crois, non? Demain ou après-demain? Oui, après-demain. Bah, je ne m'inquiète pas pour toi. Bon. Bon, merci Jenny pour ta réponse. Bon, Christophe, la question que je t'avais posée, c'est donc, ça fait pas mal d'années que tu es en charge des féminines, même si je sais que tu avais également, tu m'as dit ce matin, déjà eu l'occasion d'entraîner, de coacher des garçons. Donc, ayant fait les deux avec le recul, quelles sont les différentes spécificités à avoir quand on est coach par rapport à une équipe de garçons ou une équipe de filles? Donc ça, c'était la première question, parce que je sais que pour coacher des filles, c'est différent des garçons, par rapport au comportement, c'est différent, voilà. Et après, deuxième partie de la question, c'est envisages-tu de revenir un jour sur des garçons? Voilà mes deux questions. Alors, je vais essayer quand même de définir un élément. La beauté du sport et du foot, en l'occurrence, c'est son universalité. Donc, je tiens quand même à le préciser parce que la question que tu me poses, c'est une question qu'on m'a vraiment posée, notamment au début, tu vois. Mais le ballon est rond pour tout le monde, je tiens quand même à le préciser. Je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Donc oui, effectivement, il existe des différences, mais j'insiste sur l'universalité du football. Des différences, il y en a entre des équipes qui sont en préformation, entre des équipes adultes, entre des équipes et des gamins qui sont à l'école de foot. On ne fait pas les mêmes choses, on n'a pas la même exigence, on n'aborde pas le foot de la même façon, évidemment. Donc, oui, il y a quand même aussi quelques différences entre les garçons et les filles, même si j'ai du mal à parler de différence. Dans quel domaine? La gestion des émotions, je pense que c'est un élément clé.
Les émotions des jeunes filles, peut-être que Jenny sourit, me semble-t-il, c'est pas la même approche, c'est pas la même gestion. Je m'amuse souvent à dire, dans un vestiaire de filles, c'est là où tout se gagne ou tout se perd, avant même de rentrer sur le terrain, encore plus que chez les garçons. Donc voilà, la gestion des émotions, la confiance en fait. Tu vois, Johan, les filles ont cruellement un manque de confiance en elles. J'en discutais pas plus tard que vendredi, où on a effectué notre dernière séance d'entraînement. Et c'est ce que je disais à une grande majorité de filles, mais voilà, si on arrive à trouver les leviers, alors lesquels, il y a des questions un petit peu plus tard où on les abordera, le levier de la confiance, bon, c'est sûr que inévitablement, on aura quand même une gestion et une progression, une transformation des filles et des équipes vitesse grand V. C'est pour moi un très gros frein. Ensuite, la différence, c'est souvent le foot féminin, pour ma part, je l'aborde comme l'encadrement d'une minorité. C'est pas simple de s'occuper des minorités, je le sais. Lorsque je taffais précédemment à la mairie de La Ciotat, j'intervenais dans les zones ZUS, zones urbaines sensibles. Et effectivement, s'occuper des minorités, c'est une approche très particulière. Je pense que c'est peut-être pas donné à tout le monde. Quand je dis c'est pas donné à tout le monde, il faut vraiment avoir le cœur solide et les reins accrochés par moment. Surtout, on voit quand même des horreurs et de sacrées différences qui peuvent être faites. Malheureusement, foot et société, je pense que c'est un élément clé. Donc effectivement, la place de la femme dans la société, on le retrouve effectivement dans le domaine du sport et pour ce qui nous concerne dans le football. Donc oui, la place qui est donnée aujourd'hui à la féminisation du football, peut-être pas encore à côté de ce qui est fait chez les garçons. Après, la culture foot aussi, c'est un élément important. Bon nombre de jeunes filles n'ont peut-être pas des connaissances culturelles footballistiques et des connaissances vachement étoffées, vachement développées. Alors bon, ça se vérifie aussi bien dans les éléments, les notions tactiques. L'histoire, c'est ce qui cimente les peuples. Connaître son histoire, c'est quand même important. Ça facilite beaucoup de choses. Et bon, beaucoup de jeunes filles arrivent sans pour autant être au courant comme les garçons. Les garçons savent tout, toutes les équipes, les noms, les prénoms. Bon, les jeunes filles, c'est une approche différente. Peut-être une approche un petit peu plus, au départ, ludique que ce que ça peut l'être chez les garçons, où l'aspect compétition arrive très rapidement sur le vif du sujet, quoi. Mais voilà, gestion des émotions, culture, foot et société, minorité. Voilà, je pense que ce sont des éléments importants. Ensuite, retourner chez les garçons. Écoute, Johan, je suis heureux de ce que je fais. Après, il ne faut pas dire jamais, hein, on le sait tous, on ne sait pas de quoi demain sera fait. La conjoncture que nous connaissons tous depuis l'année passée nous le prouve bien, donc on ne sait pas de quoi demain sera fait, évidemment, mais je suis quand même épanoui et heureux, si tu veux, dans l'investissement que j'ai au niveau du foot féminin à l'OM. Donc, pour l'instant, voilà, la question ne se pose pas. Très bien. Merci pour la réponse. Ça ne me poserait aucun souci. Merci Christophe pour ta réponse. Merci Yvan. Merci. C'est au tour de Cyril Dubois. Bonsoir à toutes et à tous. Ma question s'adresse à Christophe Parra. Bonsoir. Bonsoir. On parle un petit peu de gestion d'émotions et notamment du foot féminin. Comment appréhendez-vous la préparation mentale de vos joueuses
Ça fait déjà plusieurs saisons, en fait, avant même qu'on monte en D1, où je pense que c'est important de pouvoir échanger avec un préparateur mental. Bon, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose finalement. On parle surtout d'optimisation mentale de la performance. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus adapté. Bon, on joue sur les termes, mais je pense que c'est important. Là, cette année, on a eu la chance de pouvoir échanger avec Fabien Bréard, pour pas le citer, qui intervient avec le centre de formation et donc avec les féminines. Sous différents aspects, donc il peut intervenir à travers du collectif, il peut travailler sur l'aspect individuel auprès des staffs et des joueuses. Ce qui est important, en fait, je trouve, c'est d'avoir des clés d'entrée, en fait. On parlait effectivement de mental et surtout de confiance. C'est quand même important, je trouve, et c'est ce que je cherchais depuis de nombreuses années, en fait, d'avoir des clés d'entrée suivant les profils des personnes, en fait. Donc, il faut savoir qu'on est tous là à écouter avec des perceptions différentes, avec une analyse différente des situations, de ce qui peut nous être dit, avec peut-être des personnes qui sont un petit peu plus rigides, structurées, organisées. Il faut que tout soit planifié, tout soit réfléchi, tout soit calculé. Et après, d'autres personnes qui sont un petit peu plus sur le ressenti, sur la sensation, à écouter leur cœur et peut-être à prendre des décisions à l'instant T sans pour autant avoir une réflexion. Et voilà, c'est important quand on manage, quand on essaie de performer, je pense, de savoir quel type de profil on a devant nous. Demander à quelqu'un qui est rigoureux dans son approche. Alors, je ne dis pas que les personnes qui sont un petit peu plus à l'instinct ne sont pas rigoureuses, mais c'est vraiment des fonctionnements différents. Et le but, ce n'est pas de se dire telle catégorie de personnes est plus performante ou meilleure que les autres. C'est juste arriver à trouver les portes d'entrée dans la communication, dans le partage, dans l'échange et surtout sur le terrain, à trouver les bonnes paroles, les bonnes orientations. Alors bon, c'est pas simple et je ne suis pas donneur de leçons, hein, pas du tout, hein, M. Dubois, loin de là, franchement. Mais voilà, c'est ce qu'il a essayé cette année. Il nous a donné pas mal d'outils. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu penses connaître encore plus de choses. Et au plus ça va, de toute façon, dans notre société, et au plus, notamment dans le domaine du sport, il est important d'avoir des compétences à côté de soi. Alors, bien évidemment, hein, je suis resté dans un club amateur toute ma vie. Et quand j'étais à l'étoile sportive de La Ciotat, pour les citer en tant qu'entraîneur, en tant qu'éducateur, tu es seul à tout faire. Et là, aujourd'hui, je parle de préparateur mental. Donc, je sais très bien la chance que j'ai. Je sais très bien de pouvoir évoluer aussi avec un entraîneur des gardiens, avec un préparateur physique, et des tas de compétences. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'attire, c'est un petit peu de trouver la synergie de toutes ces compétences et surtout d'essayer d'avoir les bonnes clés d'entrée suivant les personnes qui sont face à nous. On le sait très bien, hein, les rapports hommes-femmes, ma femme qui n'est pas très loin, elle pourra le souligner, par moments, on ne se comprend pas en fait. On ne se comprend pas et on part dans des idées en se disant nous, les hommes, on comprend mieux et nous, les femmes, dans ce domaine-là, on est plus fort que vous. Alors bon, c'est un vaste débat, hein, qu'on retrouve souvent à la maison et le but du jeu, ce n'est pas celui-là. C'est juste d'avoir la pertinence de se dire on est différent, acceptons qu'on soit différent. Et ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas trouver de moyens et de leviers de communication. C'est là où c'est important de respecter les autres et surtout en matière de communication, hein, de toujours avoir un émetteur et un récepteur et pas essayer de prendre le pas sur l'autre ou se dire qu'on est meilleur que les autres. Et je pense que voilà, l'optimisation de la performance mentale,
pour moi, c'est une révélation parce que ça nous permet quand même de… Alors, je vais employer un terme que je n'aime pas, mais de catégoriser un petit peu les profils des personnes. Et c'est plutôt catégorisé, c'est positif pour essayer de ne pas faire d'erreur en termes de communication, de partage et d'échange. Parce qu'effectivement, suivant les personnes, les leviers motivationnels ou les leviers de performance ou d'entraînement sont radicalement opposés et c'est là où il ne faut pas faire d'erreur. J'en commets tous les jours, hein. Donc voilà, je préfère le souligner, mais quand même, on se rend compte que ça permet d'ouvrir des portes et de structurer des moments de partage et d'échange qui ont leur importance. Je reste un peu plus longtemps sur cette question parce qu'elle est vachement intéressante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est éducateur, alors bon, vous m'excusez, encore une fois, je le souligne, toute ma vie, j'ai évolué dans un club amateur et aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans un club professionnel. Et demain, je retournerai certainement dans un club amateur, ce n'est pas un souci, mais voilà, on ne fait peut-être pas, l'approche n'est pas la même, on a la chance d'avoir plus de moyens. Donc, il faut savoir les utiliser correctement, à bon escient et en profiter. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, essayer de trouver la meilleure synergie entre toutes ces compétences et essayer d'avancer dans un but commun et essayer de performer ensemble, que ça soit staff ou joueuse, le levier performance mentale est vachement important. Merci beaucoup. Si je peux poser une question à Jennifer. Oui, Bonsoir. Jenny. Aujourd'hui, tu es à l'OM. J'ai cru comprendre que c'est ton club de cœur. Est-ce que où est-ce que tu le vois dans… Excusez-moi, la question, elle n'était pas prévue. Ah, pardon. Elle a été validée en amont. Pardonnez-moi. Je ne la pose pas. Oh, d'accord. Ah, désolé. C'est au tour de Stéphane Fargeau pour sa question. Ouais, bonsoir à tous et à tous. Ma question elle est pour Christophe. J'aurais voulu savoir quel est l'objectif de l'équipe la saison prochaine. Quand on porte les couleurs de Marseille, on se rend compte que c'est tellement compliqué d'honorer ce maillot et ses couleurs, son histoire, son passé, quand on se déplace dans la France entière. Donc, on est attendu partout, que ce soit à Lyon ou à Paris, alors que Lyon et Paris sont des équipes et des clubs qui sont au niveau des filles et de leur section bien plus en avance que nous, avec bien plus de moyens. Par contre, vous savez, quand vous rentrez à Paris, c'est la guerre en fait. Et c'est important de se dire il faut gagner, quoi, en fait. Il faut tout le temps gagner. Il faut tout le temps être représentatif du club. Alors, c'est un petit peu plus compliqué quand tu te retrouves en D1 avec une équipe qui a 19 ans de moyenne d'âge. C'était le cas la saison dernière. C'est particulièrement difficile. Mais voilà, on se doit de toute façon d'honorer le maillot et de répondre aussi à l'image qu'a le club dans la France, où aussi on se déplace et il y a tout un tas de supporters qui viennent nous encadrer. Donc, c'est ce qui me permet aussi de faire le lien avec votre question. On se doit toujours, malgré tout ce qui pourrait rentrer en compte et qui va limiter mes propos, mais oui, le but du jeu, c'est de monter en D1 de toute façon. Comme lorsqu'on est en D1, le but du jeu, c'est de jouer le plus haut possible. Quand on porte ces couleurs-là, il faut savoir l'assumer. Et il faut surtout savoir aider les jeunes filles à ces difficultés-là, parce qu'effectivement, quand tu joues à Lyon, avec une moyenne d'âge de 25, 26, 27 ans, les meilleures joueuses au monde, et que tu te retrouves avec ta petite formation, avec des gamines de 19 ans de moyenne d'âge, c'est pas simple. Ça sera encore le cas la saison prochaine, même si, comme toutes les saisons, on essaiera de jouer le plus haut possible. Bon, après, on va essayer de trouver peut-être des collaborateurs qui vont être en capacité d'apporter une forme d'expérience et de maturité
Donc, on est un petit peu dans la période de recrutement. Donc, on est en train, donc avec Nasser et Arnaud, d'essayer de structurer un groupe de la meilleure des façons possibles. Mais voilà, je pense que c'est essayer d'accueillir des jeunes filles avec un petit peu plus d'expérience qui vont pouvoir partager et accompagner au mieux dans la performance les jeunes filles. Voilà, c'est important. C'est important pour nous. Après, bon, moi, ça ne me pose pas de souci pour dire on va jouer la montée l'année prochaine. Autrement, il ne faut pas porter ce maillot-là. Après, le résultat, bon, il n'y a que des éducateurs autour de la table. On sait qu'il y a tellement de paramètres qui vont rentrer en jeu, mais voilà. Après ça, il faut savoir l'assumer. On porte les couleurs de Marseille. Et de toute façon, il faut honorer ce maillot-là et essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, je ne me dédouanerai pas. Merci beaucoup. C'est au tour de Romuald. Romuald, le micro. Non, mais je m'excuse, mais c'est pas moi. C'est pas moi qui avais posé cette question. C'est pas le bon Romuald. Ça doit être un autre Romuald. C'était ma question, ça. C'était une question que j'avais posée. Eric. Du coup, Eric, tu peux la poser. Je vais la poser dès que je l'ai. Oui, Christophe, que pensez-vous de l'éventualité d'un resserrement de l'élite nationale? C'est-à-dire une limitation du nombre de clubs en D1. Est-ce bien, est-ce mal? C'est vrai que ça sous-entend des difficultés pour monter, quoi. Allô? Allô? Ton micro, Christophe. T'as ton micro. Excusez-moi, j'ai eu un problème. C'est pas grave. Pardon. Vous avez entendu ma question? Alors, comme je les ai sous les yeux, je ne l'ai pas entendu, mais je l'ai lu. Sur le resserrement de l'élite. Je suis totalement opposé. Je suis totalement opposé à réduire le groupe de D1 à 10 clubs. Je pense qu'on serait peut-être le seul club en Europe, voire dans le monde, à passer à 10 clubs. Je pense que c'est une erreur totale. Je pense qu'il faudrait même élargir en fait et passer à, pourquoi pas, à 14 ou 16 clubs dans les années à venir. Après, oui, ça nécessite bien évidemment un accompagnement à côté. Donc, est-ce que c'est le moment et l'heure? Je pense qu'on n'aurait pas assez de temps pour se poser, échanger et partager sur ce point-là. Mais non, je suis pas du tout pour. Je pense que c'est vachement réducteur. C'est vachement réducteur et je pense que ça serait même mieux très rapidement de passer à 14. Eh bien, merci pour la réponse. Avec plaisir. Mélanie, tu peux poser les deux questions. Bonjour à tous, je vais commencer par Jenny. Quel conseil donneriez-vous à une jeune fille qui voudrait commencer, qui fait de prendre une licence au sein du club? Alors, comme conseil, déjà, je l'encouragerais à le faire. Je pense que c'est important de croire en ses rêves. Et comme Christophe, je rebondis sur ce que disait Christophe sur la confiance. C'est de prendre confiance et d'être surtout accompagné en fait dans cette hésitation, d'être poussé par le fait j'ai envie de faire du foot, c'est un truc qui me plaît. Après, est-ce qu'elle aura envie d'aller plus loin? Je sais pas, mais bien sûr que comme conseil, je l'encouragerai et je dirais à elle de voir ensuite ce que ça pourra lui
lui amener ou quoi. D'accord, merci beaucoup. Et pour Christophe, comment vous jugez l'évolution de la mentalité envers le football féminin? Et concernant les leviers, quels sont pour vous les leviers à activer pour développer le football féminin? Bonjour madame. En fait, quelle est la place de la femme dans la société? Donc, je reviens, tout à l'heure, j'évoquais la thématique foot et société. Quelle est la place de la femme dans notre société? Quelle est la place de la femme dans le bassin méditerranéen? Quelle est la place de la femme dans la région PACA? Quelle est la place de la femme sur Marseille? C'est un vaste sujet sociétal. C'est assez intéressant. Alors bon, je pense qu'il y a tellement de progrès à faire dans notre société pour que vous ayez enfin la place, la chance, excusez-moi pour le terme, la chance de pouvoir vous asseoir à côté des hommes. C'est un vaste sujet, c'est un vaste débat, c'est 10 ans de combat en fait, c'est 10 ans de résistance. C'est vraiment complexe, c'est pas simple. C'est pas simple de faire évoluer les mentalités. C'est pas simple de défendre des minorités. Je suis désolé de vous placer au niveau des minorités. Je suis vraiment désolé, je m'en excuse parce que je suis un mec et ça me fait vomir. Mais c'est un petit peu ce vers quoi on doit tendre dans les années à venir. Mais bon, pour que ça s'améliore dans le foot, il faudra que ça s'améliore aussi dans notre société. Quelle est la place de la femme dans le milieu entrepreneurial? Est-ce que les femmes arrivent à accéder à des postes? Voilà, c'est un petit peu ce qu'on vit tous les jours. Et c'est surtout ce sur quoi nous devons nous battre. Après, quel levier concernant le foot? Je pense qu'il est important de former, en fait. Il est important de bien former, il est important d'aider les minorités à bien former. Alors bon, former, c'est centres de formation, en fait. Aujourd'hui, seul Lyon est classé centre de formation féminin. Donc, uniquement l'OL répond au cahier des charges des centres de formation. Attention, les centres de formation féminins possèdent le même cahier des charges que les centres de formation masculins. Aujourd'hui, à part Lyon, aucun club en France ne possède ce statut-là. Je pense que c'est déjà un premier axe, je pense, de travail. Aujourd'hui, ça serait tellement important que les filles, que les jeunes joueuses puissent avoir une convention de formation. Donc fasse partie d'un vrai centre de formation à l'image des garçons. Moi, ça fait maintenant quelques années que je me bats là-dessus. Alors bon, je pense qu'il faut permettre au départ, quand on veut lancer un projet, il faut peut-être un petit peu diminuer son cahier des charges de telle sorte à ce que les clubs puissent se lancer et puissent avancer. C'est compliqué parce qu'il y a quand même une opposition. Alors bon, quand on veut être au même niveau que les garçons, on va vous dire, mais puisque vous voulez vous retrouver au même niveau, droit et devoir, il faut que ça soit équitable, sauf quand on lance un projet, on le sait tous, même au milieu dans le domaine de l'entreprise, c'est important au départ de lancer un cahier des charges qui soit faisable et qui soit réalisable. Et aujourd'hui, on parle de féminisation du football, mais bon, il y a un seul club en France qui peut avoir la chance de répondre à ce cahier des charges-là. Donc, je pense qu'il faudrait l'adapter, il faut le revoir. Déjà pour permettre à des jeunes filles telles que Jenny, qui doivent… Jenny n'est pas sportive de haut niveau, il me semble.
par exemple, bon, chez les garçons, tu rentres dans un centre de formation, de suite, tu es international, tu peux être immédiatement, grâce à cette convention de formation, considéré comme un sportif de haut niveau et avoir des avantages. On parlait, tout à l'heure, Johan parlait de fac, mais bon, c'est tellement important, le triple projet. Je parlais de centre de formation, mais c'est avec tout ce que ça englobe. Ce n'est pas seulement l'aspect sportif, c'est aussi l'aspect scolaire. Et c'est aussi permettre aux jeunes filles qui s'investissent finalement autant que les garçons, me semble-t-il, mais qui ont peut-être moins de droits. Et je pense que ça reste limitatif pour permettre un essor cohérent de la féminisation du football, j'allais dire du foot féminin, alors que je me bats tous les jours contre ce terme-là. La Fédé a lancé il y a quelques années le développement de la masse. Il faut développer la masse, bien évidemment, mais on ne progresse pas avec des chiffres. Il faut des chiffres, il faut du nombre, effectivement, pour sortir l'élite, on le sait tous. Par contre, après, il y a une didactique à mettre en place, il y a un cahier des charges à respecter, mais aujourd'hui, on veut la masse à l'école de foot et on se vante de souligner le nombre d'adhérents féminins à travers la France, et voire à travers l'Europe ou le monde, quand on parle de la féminisation du football. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'équipe de France aussi, où on a beaucoup communiqué, et c'est vrai que c'est important peut-être d'aller chercher enfin une victoire. Beaucoup s'amusent à le dire, mais on ne gagne rien, donc on ne peut rien lancer. Par contre, entre les deux, il n'y a pas grand-chose en fait. Alors, il y a les pôles espoirs. Les pôles espoirs existent, mais aujourd'hui, il y a quand même des clubs professionnels ou amateurs qui se lancent aussi dans la formation. Et ça serait peut-être bien d'axer un petit peu notre travail et ce levier de formation et de triple projet, en fait, et le mettre vraiment en avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien trop difficile et bien trop complexe pour arriver à répondre favorablement à ce que le foot féminin, comme beaucoup s'amusent à le dire, arrive au même niveau que les garçons. Il faut bien former, il faut que les filles puissent aller à l'école comme elles le souhaitent. Il faut que ça soit validé par l'État français, il faut que ça soit périn. Et je pense que l'axe majeur, c'est celui-là. C'est pouvoir permettre aux jeunes filles de s'exprimer, pouvoir permettre aux jeunes filles de travailler leur confiance dès le plus jeune âge avec des structures adaptées, avec des services adaptés. Et je pense que tant que ça ne sera pas mis en place, ça sera vraiment difficile et compliqué. Surtout aujourd'hui, on voit l'arrivée des agents et on voit arriver les limites. Les limites, malheureusement, arrivent plus vite que les bons côtés, que les bonnes choses. Et malheureusement, les agents font aussi nous donnent pas mal de difficultés. Quand on met dans la tête à une gamine de 17, 18 ans que c'est bien d'avoir un agent, parce que les parents ne peuvent pas l'accompagner, ne connaissent pas les meilleurs leviers à emprunter pour leurs enfants. Et c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup d'agents qui font tourner la tête des gamines, et on se rapproche malheureusement avec beaucoup de regrets, mais surtout avec beaucoup d'inquiétude de ce qui se fait chez les garçons, alors qu'on a tellement oublié des tas d'étapes. Mais bon, la lutte est longue et on continue à espérer, et j'espère très rapidement qu'il y ait un cahier des charges adapté qui puisse voir le jour, de telle sorte à ce que les jeunes filles puissent suivre un encadrement adapté et avoir aussi des conventions de formation qui faciliteraient quand même beaucoup les choses, aussi bien pour le sport, mais aussi pour leur structuration personnelle et au niveau scolaire. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est un sujet qui me tient à cœur, celui-là, vraiment. Lucie, tu peux prendre la parole. Bonjour. Jenny, avez-vous rencontré en tant que femme des difficultés pour réussir dans le football? Si oui, lesquelles? Bien sûr.
Bien sûr, bien évidemment. J'en ai rencontré, oui, beaucoup même. Lié à des stéréotypes, beaucoup de machisme, beaucoup qui me disaient que le foot, c'était que pour les garçons, que le foot chez les filles, c'est nul, ou c'est pas intéressant, même à regarder. Mais forcément, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que ça reste un sport, que ce soit garçon ou fille, et qu'il y en est, en fait, il y en a plein et beaucoup qui me disent que, en gros, le foot, c'est pour les garçons. Et en gros, le foot, c'est je vais être un garçon manqué et tout. La preuve étant, je suis très féminine et pourtant, je fais du foot. Donc, c'est complètement des préjugés qui sont faux. Et j'encourage vraiment les filles à celles qui font du foot et qui veulent en faire. Si elles souhaitent être féminines, elles peuvent. Et ça ne veut pas dire que dès qu'on fait du foot, on est un garçon manqué. Ça a complètement rien à voir. Donc oui, j'en ai rencontré et beaucoup de stéréotypes. Souvent, mais dès mon plus jeune âge, hein, même quand je jouais avec les garçons, et encore à l'heure actuelle, encore même à la fac avec des étudiants et des amis à moi, où je suis obligée de me battre et de me disputer et lui dire mais... Et du coup... Non, je pense que... Merci. Elle avait fini. Je pense. Tu avais fini ta réponse, Jenny, ou pas? Oui, j'avais fini du coup, mais ok, j'ai fini. Oui. Merci. Bon, du coup, je prends la parole. Donc, Christophe, tout d'abord. Donc, tu le sais, on est engagé dans une véritable politique de féminisation. J'aurais voulu savoir, selon toi, qu'est-ce que la 3F pourrait faire de plus, et donc également les instances déconcentrées, ligues et districts, pour essayer de dynamiser davantage encore la féminisation de la pratique et également l'investissement des femmes en tant que dirigeantes et éducatrices. Oui, l'investissement des femmes éducateurs, oui, et dirigeantes, bien sûr. De toute façon, oui, il faut y aller. Pour avoir des dames éducatrices, il faut ouvrir les portes aussi des formations. Hein, c'est évident, mais bon, ça se fait. Hein. On le voit puisqu'on a des jeunes filles qui ont suivi et qui suivent des formations d'éducateurs. Donc, voilà, je pense qu'à ce niveau-là, les choses sont bien faites, même au niveau national. Hein, il y a des passerelles qui ont été créées pour les anciennes joueuses, j'allais dire professionnelles. Bon, j'ai du mal à le dire, mais bon, je vais le résumer ainsi. Pour leur permettre, une fois l'activité terminée, de pouvoir basculer et sur un avenir autre, et tout en restant dans le domaine du sport et du foot en l'occurrence. Donc, je pense que c'est bien fait, c'est bien organisé, et je pense qu'il faut continuer en ce sens et voir le pérenniser encore plus. Au niveau des dames dirigeantes, nous, on a des mamans qui se sont proposées. Donc, c'est faisable, et quand elles le font merveilleusement bien. Tout est parfaitement bien structuré. L'accompagnement est parfait. Elles sont attentives aux gamines, qu'il n'y ait pas de souci. Donc, c'est sûr que là, c'est un avantage. Mesdames, vous avez quand même de gros avantages dans ce domaine-là, en ce qui nous concerne. Et c'est vraiment intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est de mettre des dames auprès des garçons. Voilà, ça, je pense, j'y crois beaucoup. Ou inversement. Bon, on le voit, mais voilà, des femmes qui arrivent à encadrer des garçons, ça n'a pas le même poids. Ça n'a pas le même poids. On peut avoir des gamins en difficulté qui vont avoir une oreille différente, une oreille peut-être plus attentive, ou peut-être que le levier utilisé par ces dames est différent, avec une approche différente sur le plan de la communication. Donc, voilà, je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas mal. Après, encore faut-il trouver des personnes qui soient motivées. Mais voilà, je pense que les clubs doivent se rapprocher des mamans et des parents. Alors, attention aux parents, hein, aujourd'hui, surtout dans notre région, ça devient complexe. En ce qui nous concerne, sur les 3 mamans que nous avons, il y a vraiment des mamans de qualité qui font un travail exceptionnel, et
et qui soulage les éducateurs à mort. Donc, c'est une bonne chose. Après, vous concernant, écoute, je parlerai de mon centre de formation, encore une fois. Je parlerai de moyens, et de centres de formation. Je pense que, pour ma part, ma propre perception, je parlais de perception tout à l'heure, je ne dis pas que j'ai absolument raison, mais j'y crois tellement. Ok, la masse, c'est très bien, c'est super. Encore faut-il l'accueillir, la masse. Et je sais, Michael, que c'est compliqué dans le district de trouver aussi des clubs qui s'engagent dans la féminisation du football et qui croient à la place de la femme dans ce sport-là. Et voilà, le bassin méditerranéen est complexe, avec beaucoup de machisme. Jenny en parlait tout à l'heure encore, même dans les facs, alors qu'on pourrait penser qu'on est dans un lieu démocratique où l'ouverture est prônée. Mais bon, non, c'est compliqué, mais voilà, le développement de la masse, c'est certain, il en faut. Mais la masse ne doit pas, les chiffres ne doivent pas répondre à l'avancée de la performance du foot féminin français. Mais je pense que vraiment c'est la formation, c'est le triple projet, l'épanouissement des gamines, leur projet scolaire qui est prioritaire, et après le projet sportif. Moi, je pense que, de toute façon, c'est comme chez les garçons aujourd'hui. Je pense que sans formation, c'est compliqué d'exister au vu des difficultés, de la conjoncture qu'on connaît aujourd'hui. Donc, encore plus chez les filles. Et ne penser qu'aux extrêmes, soit à la masse, soit à l'équipe de France. Entre les deux, on oublie quand même beaucoup de choses. Et je pense que, voilà, vraiment, les centres de formation ont leur importance. Alors bon, c'est pas se mettre en bataille avec l'épaule, mais voilà, je prônerai quand même à ce que l'épaule parte sur de l'après-faux comme chez les garçons, parce que bon, faut rappeler aussi que le modèle français est quand même copié. Donc, chez les filles, on a la chance d'avoir une formation qui fonctionne chez les garçons. Et je pense que, voilà, prendre l'histoire de l'INF Vichy et voir comment cette histoire a décliné jusqu'aujourd'hui, il faudrait peut-être qu'on arrive à nous adapter au niveau de la féminisation du football. Et ouais, ça passe peut-être par des obligations qui soient données au club. Alors, on est encore une fois dans une conjoncture économique et financière qui est compliquée aujourd'hui, mais on le sera toujours. Je pense que ça le sera toujours. Après, c'est une volonté. Est-ce que la Fédé a envie d'obliger peut-être, je ne sais pas, obliger pour que la femme trouve une place qui lui revient? Est-ce vraiment une obligation? Je n'en suis pas convaincu, mais voilà, je pense que c'est entre ces deux extrémités qu'il faut réfléchir et qu'il faut travailler. Plus de moyens et des centres de formation qui soient validés avec une convention de formation. Ok, je te remercie Christophe. Jenny, est-ce que tu te sentirais prête de t'investir au sein des instances du football, comme par exemple le district de Provence, pour œuvrer justement dans la promotion et le développement de la féminisation? Cette question. Déjà, je pense qu'en étant joueuse, je participe au développement, parce que on encourage et on est l'exemple pour les jeunes filles. Et par la suite, oui, pourquoi pas, bien sûr. Ça me ferait. Moi, au plus il y a d'équipes qui se développent, au plus il y a de clubs et au plus il y a une massification, au mieux ce sera. Et bien sûr que oui, je serais d'accord de participer dans cet engagement. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, attention. Hein. Attends. Michael, excuse-moi. Juste, on attend qu'elle termine ses études et lorsqu'elle aura en fait son diplôme, elle pourra aussi s'investir au sein du club. Ne t'inquiète pas. Ça peut aller de pair dans tous les cas, il n'y a aucun souci. Ah, mais c'est important. C'est important d'arriver à permettre à des jeunes filles que Jenny, en fait, qu'elles transmettent un petit peu leur histoire. Et Jenny, c'est pour moi un modèle par rapport à la formation qu'on a pu mettre en place au club, parce qu'elle est arrivée à 15 ans et elle est passée un petit peu par toutes les étapes, par notre section sportive. Et son
cursus n'a pas été simple, il n'a pas été évident et bon, elle a jamais lâché. Donc, ça serait intéressant qu'elle puisse transmettre un petit peu son parcours qui était difficile et qu'il est toujours aujourd'hui. Et je pense que voilà, c'est important de pouvoir compter sur des personnes qui transmettent. Super. Merci à tous les deux. Pour la dernière question, je vais laisser la parole à Samia Liou. Oui, bonsoir. D'abord, je voudrais vous remercier tous les deux d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur ces sujets qui sont hyper intéressants, qui mériteraient d'être développés. Donc, j'espère qu'on aura d'autres occasions. Ma question, vous avez parlé beaucoup de confiance qui manquait pour les jeunes joueuses ou même les jeunes femmes. Quel conseil vous donneriez justement à une jeune joueuse qui joue déjà depuis quelques années et qui rêve d'accéder au haut niveau? La question est Par destinée… exemple, la confiance, ça se travaille de quelle manière? La question est, vous la posez à Jenny ou vous me la posez à moi? Excusez-moi. Ou aux deux? Je ne sais pas si on a le temps, mais à vous de voir. Moi, vos deux regards m'intéressent, l'expérience de Jenny en tant que joueuse et votre expérience. Voilà, moi je pense que le regard de Jenny est assez intéressant sur ce sujet. Il m'intéresse aussi, en fait. Comme conseil, alors moi j'ai eu de la chance, et bon, j'en avais déjà parlé avec Christophe, c'est que j'avais une maman qui a toujours été derrière moi, en fait. Donc avant tout, elle croyait en moi avant que moi-même je croie en moi. Et je pense que c'est important d'avoir les parents derrière soi, en fait, de savoir que les parents qui mettent tout en place pour y arriver, parce que voilà, comme Christophe il dit, je pars de loin, mais j'étais pas seule dans l'aventure. J'avais une maman qui a toujours tout fait pour que j'arrive là. Elle m'a suivie de partout. Et je pense que pour arriver au haut niveau, c'est vraiment déjà la persévérance. Je pense que c'est un élément moteur. Et que ce soit dans le travail, un peu dans tous les domaines. Mais je pense surtout que ouais, la persévérance, c'est vraiment très, 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 très important et ça va développer cet aspect de confiance. Savoir qu'on est entouré, savoir qu'on est encadré, c'est vraiment… Enfin, moi, j'étais tellement… Encore une fois, je remercie ma mère, hein, même si elle n'est pas là, mais c'est grâce à elle que j'en suis là, ça c'est sûr et certain. Voilà. Ouais, alors je trouvais intéressant de laisser Jenny un petit peu s'exprimer et partager son expérience, mais en fait, il y a des éléments clés dans son histoire. Déjà, il y a la scolarité. Avoir confiance, je pense que c'est dans les événements journaliers, dans les aléas d'une journée où on peut déjà être confronté à la difficulté et au problème de la confiance. Le matin, quand on sort, quand on rentre dans sa voiture, on est une jeune femme, on essaie de passer au stop et il y a 50 mecs qui te passent devant parce que c'est une femme qui est au volant. Et déjà, rien que là, on commence à travailler sa confiance, en fait. La capacité à s'affirmer, à se positionner, c'est quelque chose d'important, je pense. Bon, après, la scolarité, c'est indéniable. On le voit très bien, les jeunes filles qui malheureusement ont arrêté leur scolarité, j'en compte deux. J'en compte deux depuis 2016, en fait. Elles ne peuvent pas réussir. Ce n'est pas possible. Quand tu ne fais rien, ça ne marche pas, ça ne se matche pas. Des jeunes filles qui peuvent se permettre à 18, 19, 20 ans, 21 ans, 22 ans de se dire professionnelles, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu depuis tout à l'heure. Elles ne sont pas professionnelles. Mais elles ne sont absolument pas professionnelles. Quelle est la définition professionnelle? On pourrait encore une fois rester très longtemps pour la définir, mais elles ne sont pas professionnelles, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, pour être épanoui, pour avoir confiance, il faut essayer scolairement de rester focus. Alors, nous, on a la chance de proposer aux gamines de pouvoir être soit scolarisées donc, au lycée Marseille Vert.
l'année prochaine au collège, mais aussi pour certaines de suivre leur scolarité au centre de formation à côté des garçons, dans la classe des garçons, avec la possibilité d'offrir un BTS. Bon, c'est pas grand-chose, mais bon, un BMF, qui est une formation sportive, des cursus fac où on a essayé de travailler, ça fait un moment, mais là, je pense que ça y est, on a réussi des passerelles avec les facs, notamment avec STAPS, avec l'école de kiné aussi l'année prochaine, mais aussi avec d'autres structures partenaires. Et je pense que il faut arriver à les garder vachement concernés avec un projet qui soit clair lorsqu'elles arrivent. Ça, c'est important et il ne faut pas dévier de ce projet-là. Autrement, tu tournes en rond et c'est la panade, tu te casses la figure. Alors, se casser la figure dans le sport, ce n'est pas grave, mais quand tu te casses la figure dans ta vie de tous les jours, ça devient un petit peu plus inquiétant. Ensuite, bon nombre d'entre elles ont du mal à communiquer, c'est-à-dire à exprimer leurs désaccords, à exprimer leurs idées. Quelle est la place de la femme dans la société? Quelle est la place d'une jeune fille dans une famille? On a rencontré beaucoup de soucis, énormément de soucis, où les jeunes filles, lorsqu'elles arrivent, elles ont aussi leur propre histoire personnelle, pour certaines dramatiques. Et dès le départ, la confiance, c'est un petit peu comme l'énergie. Quand tu vas au poste à essence, tu ouvres ton réservoir et tu le remplis d'énergie pour pouvoir rouler, pour pouvoir te déplacer, pour pouvoir travailler, pour accomplir beaucoup de choses. Mais la confiance, c'est pareil. Il faut remplir tous les jours. Alors, voilà, lorsque tu as des parents qui t'accompagnent, un papa, une maman, où l'objectif est clair, précis, où l'on vous accompagne, c'est plus simple. Lorsqu'on est issu de parents séparés, et je sais de quoi je parle aussi, c'est plus compliqué déjà. C'est plus difficile, mais on peut avoir des parents aussi, malgré tout, qui vous accompagnent. Voilà, Jenny, elle a sa maman, elle le disait, elle est vraiment derrière, elle l'accompagne vraiment, elle l'a accompagnée majestueusement. Donc, ce sont des éléments de réussite et vous avez une jeune fille épanouie. C'est le premier élément du triple projet. Vous avez une jeune fille qui va réussir, comme le disait Johan, son examen, Jenny. Donc, quand tu réussis ton examen, même si ce sont des semaines très difficiles, parce que bon, là, vous la voyez avec le sourire, mais ce n'est pas évident d'arriver à gérer les deux. Mais quand tu réussis, tu emmagasines de l'énergie, tu emmagasines de la confiance, et c'est aussi pour cette raison que Jenny a éclos tout doucement, parce qu'elle a rempli son énergie tout doucement. Et elle a appris à échanger, elle a appris à partager. On a eu des relations compliquées aussi avec Jenny au départ, parce que là, avoir confiance en son coach quand il ne te fait pas jouer, c'est compliqué. Et comprendre que le but du jeu, ce n'est pas de jouer en première division, c'est d'apprendre. En premier, on va apprendre. Et une fois qu'on a appris, on va un petit peu gonfler son énergie, on va avoir des facultés qui vont se développer. Quand on le met en parallèle avec un accompagnement parental et avec une réussite scolaire, les choses sont de suite bien plus faciles. Et la confiance, c'est Jenny que vous voyez face à vous. Et je peux vous assurer qu'il y a peut-être quelques années de ça, Jenny, tu ne m'en voudras pas, elle n'avait certainement pas cette confiance-là. C'est pour ça que je voulais que ça soit elle qui partage un petit peu son expérience, parce que vous avez une fille qui n'avait pas confiance et qui aujourd'hui a confiance en elle. Alors, je vous rassure, de temps en temps, c'est un peu difficile, mais comme ça l'est pour moi, madame, qu'on soit d'accord, je suis un homme, et aussi pour tout le monde. Mais chez les jeunes filles, voilà, c'est important d'avoir vraiment un cadre bien défini et de s'y cantonner. Voilà. Bon, pour le résumer très simplement, parce que je peux rester jusqu'à demain matin. On n'est pas d'accord. Je vous souhaite une pleine réussite à tous les deux. Merci. Merci, c'est gentil.
Donc, on va clôturer. Merci à toutes et tous d'avoir participé et merci à Christophe et Jenny de s'être rendus disponibles. Est-ce que Eric Schneider veut prendre la parole pour la fin, notre président? Alors, je suis désolé, mais comme je n'avais pas une bonne connexion, je coupais la caméra pour vraiment bien entendre, parce que quand je mettais en caméra, c'était haché. Moi, je suis ravi de votre participation à tous les deux. D'abord, Monsieur Parra, on ne se connaissait pas, mais j'ai trouvé vos propos très explicites, très professionnels et remplis de passion. Merci, merci. Merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci, Mick. Ça, c'est Monsieur Teboul, le grand expert de cette émission mensuelle. Et je remercie Jenny, si vous permettez que je vous appelle Jenny, parce que vous avez une joie de vivre sur votre visage. Vous représentez le football féminin. Vous savez que je voudrais vexer personne et surtout pas vous. Il y a à mes yeux un gros paradoxe entre ce que la fédération demande sur le football féminin et la réalité, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des objectifs de nombre de licenciés. Ensuite, il y a par le biais du football féminin, une labellisation qui intéresse les clubs. Et ça me gêne, moi, cette offre, cette proposition. J'aimerais bien qu'on parle de football féminin sans mettre en place quelque chose. D'ailleurs, comme je suis un garçon très transparent, je vais vous dire exactement mes propos à M. Hubert Fournier, il y a 15 jours, lors de mon intervention à la Ligue. Je lui ai fait part de la labellisation, justement, et de la dotation de la fédération vis-à-vis de la labellisation jeune et la labellisation féminine. À tel point, M. Parra, et j'ai mes deux compères qui sont avec moi, M. Gallet et M. Teboul, j'ai tellement eu honte de la dotation donnée par la fédération sur le football féminin que le district de Provence a amené d'autres dotations pour ne pas passer pour des médiocres. Et je l'ai fait pas. Je sais, puisqu'on l'a reçu. Donc, on était ensemble ce jour-là. On en a déjà bien parlé. Alors, sachez que je peux vous dire que monsieur Fournier et monsieur Pion de la direction technique l'ont noté, cette parenthèse qui m'est désagréable. Voilà. Nous, on va faire le maximum. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que de plus en plus le football féminin en Provence commence très sérieusement à prendre une belle tournure. Je me suis engagé à proposer à mon comité directeur, mais tout le monde l'a validé, que alors, cette saison, vous avez bien compris, on n'y est pour rien, le coronavirus nous a posé un souci, mais espérons que la saison prochaine sera une saison pleine. Vous aurez, en levée de rideau de la finale de la Coupe de Provence, vous aurez la finale senior féminine. Voilà, parce que je veux que ça soit un acte fort du football féminin en Provence. Vous allez me dire, Monsieur Parra ou Jenny, c'est un début, c'est pas grand-chose, mais on va tout faire pour que le football féminin, avec l'équipe du comité directeur, soit poussé et qu'on aide nos clubs. Voilà, je voulais conclure en vous remerciant à tous les deux, en remerciant l'ensemble des participants. C'était très, très, très intéressant. Merci à nos deux représentants de cette émission, Éric Teboul et la charmante Margot. Ce n'était qu'un passage cette année. L'année prochaine, il y aura 2 fois plus de boulot. Voilà. Merci à tous de votre participation. Merci, Monsieur Parra. Merci, Jenny. Et avec grand plaisir, on vous enregistre quand vous voulez. Merci à vous. Au revoir, tout le monde. Merci à vous. Merci, Michael. Et merci à toutes et à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.